Lionel Messi est blessé. Est-ce que finalement, c'était juste un feu de paille? Le Canada bat la Jamaïque devant Monsieur Olivier Tremblay. Et je veux savoir aujourd'hui, quelle est la plus grande déception, selon toi, de l'histoire du soccer? Et en terminant, on va parler quand même du CF Montréal. Samuel Piette ne mâche pas ses mots. Est-ce que c'est la faute des entraîneurs? Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer. On est encore le duo magnifique. Hassoun Camara est encore à Paris. On espère qu'il reviendra un jour. Après quoi, ça va devenir le trio correct. Correct, voilà. Toi, tu es de retour de la Jamaïque. Je confirme. On en parlera tantôt. Puis là, tu es juste de passage. Tu es jet set comme ça. Tu es de passage avant de repartir pour Toronto pour le match numéro 2, le match retour entre le Canada et la Jamaïque. Ben oui, puis ça fait assez longtemps que j'ai pas investi les haltes routières de l'Ontario. Voilà. Ils sont tellement meilleurs que les nôtres. On va en parler tantôt. Je pense qu'on peut profiter aussi de ce balado-là pour apprendre à connaître les panélistes. Olivier Tremblay, je peux vous dire une information importante sur lui par semaine. Donc, grand fan de Mixmania. Il vous prépare un extrait. Vas-y. J'ai l'album dans mon... C'est pas une joke. C'est pas une joke. J'ai l'album dans mon téléphone. Donc, Olivier, il fait du vélo sur Camillien Hood en écoutant Mixmania. Voilà. Un instant. Les cyclistes qui portent des écouteurs, rentrez chez vous. C'est non. C'est non? OK? C'est non. Non, jamais de musique en faisant le vélo. Parce que c'est dangereux? C'est dangereux. OK, parfait. C'est dit. On ferme la parenthèse sur le vélo parce qu'on va se chicaner, je le sens. On va parler d'un autre... On peut parler de Mixmania. Je suis sûr qu'on ne se chicanera pas là-dessus. On va parler de Messi, comme ça, on va encore plus se chicaner. Tu parlais de la plus grande déception de l'histoire du soccer. Je pense que je m'apprête à la vivre. Là. Ouais, relax un peu. Mais ce que j'ai dit, je le répète, chaque fois qu'il va se passer quelque chose avec Messi, je vais commencer le balado en parlant. Là, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire il a commencé le match en milieu de semaine, il est sorti en première mi-temps, il n'a pas joué en fin de semaine. Non. Puis Sergio Busquets avait une migraine. Ben oui, c'est plate, il y a une migraine quand il joue sur du turf. C'est fou, hein, la nature. Puis là, quand sur le gazon naturel, c'est comme un antioxydant ou c'est comme une médication naturelle. Automatiquement, il perd son mal de tête quand il joue sur du naturel. C'est magique. C'est incroyable, hein? Quand même. Il y avait une migraine en fin de semaine. Là. Voilà, comme toi. Non, mais... Moi aussi, j'ai des problèmes de vision quand j'ai une migraine. Non, mais il y a un peu d'ironie dans ce que je dis parce que, les gens qui nous écoutent depuis longtemps savent comment j'adore Lionel Messi. C'est mon meilleur à égalité avec Fabio Cannavaro, mais pour d'autres raisons. Mais j'ai de la misère à le critiquer, mais là, j'ai pas le choix pour le bien de l'émission. Est-ce que, dans le fond, on a fait la grosse affaire, la grosse arrivée? Il est arrivé, il a compté plein de buts. Puis là, finalement, est-ce que c'était un feu de paille, comme j'ai dit d'entrée de jeu? Est-ce que, là, finalement, il ne jouera plus, puis on va avoir tout fait ce spectacle-là, pas rien? Il va jouer en finale de la Coupe des États-Unis. Il va probablement en mettre 2. Ça, c'est ma opinion. Jacques-Alexis veut dire... Moi, quand Jacques-Alexis dit des choses dans les oreilles que je n'assume pas, je dis que c'est lui qui les a dit? C'est lui que là, il dit, est-ce que son âge commence à le rattraper? Je pense pas. 30, mais là, il est pas Je pense que c'est surtout le fait qu'il ait autant joué dans les dernières semaines qu'il le rattrape. Ça, peut-être. Mais arrive une finale de coupe, je pense que soudainement, il y a un miracle qui va se produire, puis il va jouer. Puis l'autre, il aura plus mal à la tête. Mais je vais dire quelque chose. S'il y a une migraine de 3 jours... je m'inquiéterais sincèrement pour lui aussi. Okay. Je pense qu'il va être... Je pense pas qu'il y aura encore une migraine. Mais écoute, on s'est chicané la semaine dernière, mais surtout toi, Non, on a discuté. Non, mais toi, tu t'es chicané tout seul. On t'a rarement vu aussi fâché. Hein? Ben oui, mais c'est toi qui me... Je parlais de la déception des gens qui ont acheté. J'avais de l'empathie pour les gens. En même temps, je trouve ça un peu idiot de mettre toute ta fortune. Mais mettons, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu mets toute ta paye pour aller voir un joueur. Je trouve ça un peu idiot, mais en même temps, finalement... Fait qu'on était d'accord, non, finalement. Mais si tu y vas, moi, j'ai juste de l'empathie pour les gens. Les gens qui, mettons, c'est l'événement, ils veulent réaliser le rêve de leur enfant, puis là, finalement, Messi ne joue pas. Je trouve ça dommage. Moi, j'ai du cœur, tu comprends? Mais je dois dire, on va être d'accord là-dessus, ce que j'ai trouvé quand même épais, à partir du moment où tu as payé, puis tu y vas, si Messi sort à, la 37e minute de jeu, reste, t'es rendu...
bois une bière, mange un popcorn, quelque chose, va-t'en mais ça va pas. coûter encore plus cher. Ben non, si mais tu là, ça, t'achètes c'est le niaiseux. popcorn. Là, à partir du moment où tu vas voir l'événement sportif, t'es rendu, là, tu t'es stationné, t'as payé du stationnement, tout. Reste. Mais non, les niaiseux, ils se lèvent, puis ils s'en vont à 37e minute de jeu. Là, on est d'accord? C'est ouf. On est d'accord? Oui. Fait que ceux qui nous regardent en vidéo, on s'est tapé la main, première fois en 10 ans On depuis l'a qu'on peut-être se pas connaît. entendu, mais... C'était comme le plus amical qu'on aura été depuis le début de ce balado. C'est d'autant plus idiot que tu regardes les prix des billets actuellement pour aller voir jouer l'Inter Miami, puis rendu là, tu sais, t'aurais pu, il y a 3-4 ans, te payer un voyage à Barcelone au complet puis aller le voir jouer. Il y a 3-4 ans. Parce que présentement, si tu veux faire ça, tu vas vendre un rein puis 2 jambes. Voilà. On va parler de vrai soccer. Non, c'est parce que Messi, c'est du faux. Mais non, mais il joue pas. Il joue pas, lui. Mais ceux qui jouaient, pour vrai, c'était l'équipe canadienne en Jamaïque contre la Jamaïque devant des Jamaïcains et Olivier Tremblay. Donc, l'équipe canadienne féminine qui affrontait la Jamaïque dans une séquence de 2 matchs. Quand même, c'était une séquence importante parce que c'est pour la qualification pour les Jeux olympiques de Paris qui auront lieu l'été prochain. Puis, à première vue, c'est une évidence. C'est les championnes en titre. Mais après ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, on est peut-être un peu plus pessimiste. Mais faisons une petite minute carte postale pour commencer. Olivier, tu étais sur place. Ouais. On tient à le mentionner. On le dit à nos patrons, Olivier, le seul média canadien sur place. Oui, absolument. Seul média, j'étais entouré de médias jamaïcains dans j'allais dire galerie de presse. C'était plus comme des tables de plastique installées sur des bancs en arrière. Là. OK. Mais Puis c'est comment ça. t'as aimé? Puis le stade, ça ressemblait à quoi? Ben, le stade, c'est un stade un peu qui a du vécu, tu sais, qui a peut-être vu de meilleurs jours. Mais tu rentres dans ce stade-là, puis tu sens toute l'histoire qu'il y a là. T'sais. Oui, il y a eu des matchs puis toutes sortes d'événements, mais de savoir aussi qu'il y a un héros national qui s'appelle Bob Marley qui a fait des concerts là aussi. Puis c'est quand même un aspect important de leur histoire, de leur culture. C'est un héros national là-bas, ça fait vraiment partie de qui ils sont. Mais le stade en tant que tel, c'est ça. Le terrain était... j'ai dit que le terme technique sur Twitter, c'était paillarde. Mais ton Messi, il n'aurait pas joué là-dessus, lui. Ben non, c'est un terrain naturel. Je veux dire, il aurait joué à ses risques et périls, mais il aurait probablement joué. Je me serais senti mal aussi s'il y avait eu une compétition d'athlétisme en même temps. Disons que la piste aussi a vu de meilleurs jours, même si à l'extérieur, il y a toutes sortes de statues de Mme Fraser-Price, puis Usain Bolt, puis ces gens-là. Ça a été... et surtout, on m'avait averti avant, c'est un public qui se laisse désirer. Le public jamaïcain qui n'arrive pas pour le coup d'envoi. Ça a commencé à arriver, ça arrivait encore à la 20-25e minute. Il y avait si vous avez regardé le match, dans ce cas-ci, écouté le match, il y avait des trompettes, ça commençait dès le début, mais à la 15e minute à peu près, 15-20e, juste après le premier but du Canada, ben là, il y a une fanfare, pas une fanfare parce que c'est quoi? C'est une section de percussion qui est arrivée dans le stade, puis avec des meneuses de claques. Puis toutes sortes de... C'était formidable. Non, j'ai pas dansé, mais ça a donné une ambiance, finalement, c'était peut-être moitié 2 tiers plein. C'était fort amusant. Donc, la Jamaïque, c'était bien. Si on regarde le match, on a parlé la semaine dernière, on était un peu inquiets parce qu'on avait vu ce que la Jamaïque avait fait à la Coupe du Monde, puis on savait que c'était une équipe qui était capable de venir causer, en quelque sorte, une surprise. Finalement, as-tu été rassuré parce que tu as vu de la part du Canada victoire de 2-0? Je trouvais que c'était un 180 total de la part des 2 équipes. Parce que la Jamaïque n'a pas été nécessairement une puissance offensive dans cette Coupe du Monde-là, mais elles étaient extrêmement bien organisées, solides défensivement, n'ont pas donné beaucoup de buts, mais n'ont pas marqué beaucoup de buts non plus.
Et là, je regarde la manière dont ils ont joué dans cette rencontre-là contre le Canada et je me dis, comment est-ce qu'ils vont arriver à marquer à Toronto? Il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le dernier tiers pour la Jamaïque. Parce que là, à Toronto, ça va être salle comble. Ouais, au BMO et Field, ça- là, et- ça va faire et une ça, là, différence. la salle comble. T'en parlais aux gens là-bas. Hey, le match retour, là, c'est salle comble. là. Il n'y a plus de billets disponibles. Puis tous les gens à qui je disais ça étaient comme What? Ça faisait un effet bœuf de Ouais. parler de cette salle comble-là. Et je pense que ça faisait un effet bœuf au sein de la fédération aussi, parce que dans les jours qui ont précédé le match, le président de la Fédé s'est mis à dire ouais, on va donner des billets aux associations sportives locales pour que nos Reggae Girls soient appuyés de la bonne façon au stade, puis achetez vos billets, puis ci, puis ça. Il y avait vraiment on essayait vraiment de faire un dernier push pour une vente de billets pour qu'il y ait une bonne foule là-bas. Et je pense que la salle comble à Toronto leur avait déjà joué dans la tête un peu sur cet aspect-là. Et donc, à Toronto, si le Canada joue comme elles l'ont fait en Jamaïque, honnêtement, je pense que la qualification est assurée parce que défensivement, ça a été le gros point d'interrogation de la Coupe du monde. Elles étaient méconnaissables sur ce plan-là, alors que c'est supposé faire partie de leur identité. Puis Ashley Lawrence me le rappelait encore après le match. On veut que ce soit ça, notre base. On va être solide défensivement. Et là, on vient d'ajouter en plus un peu de fantaisie. On a réussi, avec ce nouveau système-là que Bev Priestman a mis en place, puis que les joueurs n'ont pas eu énormément de temps pour... Ils n'ont pas eu énormément de temps pour se familiariser avec ce système-là, mais quand même, on a vu les balbutiements de quelque chose de vraiment super intéressant, notamment sur les côtés. Ashley Lawrence, qui justement jouait un peu plus haut, c'est elle qui donne ce centre-là. Il y avait pas mal plus d'initiative. Ouais. Moi, c'est le mot que j'ai retenu, l'initiative. En Australie, il n'y avait pas d'initiative. On a quand même souvent, moi, la première, critiqué Bev Priestman parce elle disait elle-même, puis nous, on le disait, on approche une période de transition. On sentait qu'elle le disait, mais elle ne l'appliquait pas quand on regardait ses décisions. Là, déjà, je sais que nous, on pousse beaucoup pour Evelyne Viens, là, pas jouer, mais c'est correct. Comme tu me dis avant d'entrer en ondes, tu me dis, ils n'ont pas eu besoin de faire appel à elle. Non. Chloé Lacasse comme partante. Et, Christine Sinclair qui ne joue pas. Pas joué du tout. Un changement, comme tu as dit, de formation tactique. Fait que là, moi, je lève mon chapeau à Bev Priestman qui a dû s'adapter, puis que pour l'instant, ça semble porter fruit. Mais tu veux parler de changement? Moi, il me semble... Jordan Aitema était tout le temps là, tout le temps. Puis ça, je sais que ça t'énerve un peu. Mais justement, Aitema est rentré, il restait une demi-heure, 20 minutes? Mais c'est ça. Puis ça s'est très bien passé. Julia Grosso, qui est venue faire une super entrée aussi, c'est elle qui lance Gabrielle Carl pour la passe décisive du deuxième but. Chloé Lacasse, on a vu, c'était un des rares points forts de cette Coupe du Monde-là. Ses rentrées étaient vraiment solides. Là, dès le départ, elle a été super bonne. Adriana Leon, Nichelle Prince, qui jouaient comme des joueuses en... Nichelle Prince particulièrement. Elle revient de blessure. Puis on sentait qu'elle voulait vraiment marquer le coup, montrer qu'elle était de retour. Là, ça n'a pas été facile en Europe pour elle. Elle n'avait pas de minute de jeu. Là, finalement, elle a quitté Manchester, je veux dire. C'est ça, elle s'est trouvée un club, puis là, elle est dans des bonnes dispositions, marque pour sa 100e cap avec l'équipe nationale. Puis on parle de renouveau. Sydney Collins, moi, c'était, écoute, la grosse surprise probablement dans cette, dans cette formation de départ-là. Ouais. Puis là, tout le monde était comme, OK, quel rôle est-ce qu'elle vient jouer? Comment est-ce que le Canada va être disposé sur le terrain? Puis finalement, c'était elle qui était un peu derrière Ashley Lawrence pour que Lawrence puisse, justement, quand le Canada avait le ballon, prendre un petit peu plus de liberté. Ça donnait quelque chose de vraiment intéressant. Ouais. Puis, ultimement, tu veux faire un vrai moment de transition, quelque chose de nouveau, repartir sur des nouvelles bases. Ça va te prendre des nouveaux visages aussi. Sydney Collins c'en est un. C'est sa deuxième cap, puis elle a joué 270 minutes pour le Chorus de la Caroline du Nord cette année. Même, ouais. Mais tranquillement, on assoit certaines bases. Mais il y a plusieurs choses aussi que moi j'ai aimé. Justement, je sais que j'ai souvent critiqué Jordan Aitema, mais c'est une bonne affaire. Je pense qu'en même temps, peut-être que des filles comme Julia Grosso ou Jordan Aitema, on leur a donné trop de responsabilités en partant. Julia Grosso en avait beaucoup sur les épaules à la Coupe du monde. Puis là, les faire rentrer en deuxième mi-temps, c'est peut-être le bon scénario. Là, on est quoi lundi aujourd'hui? Mardi, demain? Ça va être une longue semaine, Mardi, Christine. donc tu as dit match retour, tu seras là.
Jamaïque. Mais tu sais, ça le comble au BMO Field pour un match de soccer féminin. Puis là, en plus, comme scénario idéal, on est à la fin du mois de septembre, il va faire beau, il va faire chaud. Là, comment tu dis ça? Parce que est-ce que c'est peut-être le dernier match, je dis pas le dernier match de Christine Sinclair avec l'équipe nationale, parce que peut-être qu'elle va se rendre jusqu'aux Jeux olympiques, on est tellement proche, mais fort probablement le dernier match à la maison de Christine Sinclair. Ça se peut. C'est un scénario de rêve. Tu fais quoi? T'as-tu commencer, puis là, t'as fait sortir en cours de match qu'elle peut avoir une ovation? Fait que là, ça serait la bonne affaire pour la célébrer. Mais si tu penses au résultat, bien finalement, tu veux la faire entrer en cours de match plus tard. Comment tu fais ça, toi, si t'es Madame Bev Priestman? C'est une bonne question. Je sais. Puis, écoute, c'est très possible que ce soit le dernier match à domicile de Christine Sinclair, à moins que, disons, elle annonce qu'elle va prendre sa retraite, puis on en organise un juste pour ça. Ça se peut aussi, comme tu as fait avec Steph Labbé, c'était pas pour ça. C'était un peu la tournée de Carly célébration, Lloyd mais ça a viré ça. un peu comme ça. Carly Lloyd, Megan Rapinoe, puis Julie Ertz en fin de semaine ou la semaine dernière. C'était un peu ce genre de pratique-là qu'on a fait. Mais je regarde aussi la manière dont la Jamaïque a joué, puis je serais pas mal à l'aise de donner 1 heure, mettons, à Christine Sinclair contre la Jamaïque dans cette rencontre-là. Parce que là, en plus, la Jamaïque a la responsabilité un peu de forcer le jeu, puis elles vont peut-être justement se mettre en danger dans le secteur de jeu où Christine Sinclair opère. Puis tu regardes la paire au milieu, Quinn, Jessie Fleming fait un très beau match. On devra attendre des nouvelles de Jessie Fleming. Elle est sortie sur blessure. Dans le cas d'Ashley Lawrence, c'était vraiment par mesure préventive. Mais Fleming, on n'a pas eu de nouvelles après sa sortie. Mais ça a très bien fonctionné, j'ai trouvé, au milieu de terrain aussi. Donc, c'est une bonne question parce que tu veux offrir ce moment-là peut-être à Christine Sinclair, mais offrir ce moment-là en la faisant rentrer à 85e, ça fait moins, T'as fait ça fait moins digne T'as un fait peu, commencer, t'as mis à pointe comme dans le bon vieux temps. Elle compte un but. Puis là, après une Après demi-heure, ça, après, tu sors à la vessie. Non, c'est pas vrai. Tu sors après, mettons, selon du corps, sur la mi-temps. Si jamais le Canada prend une avance mais à la mi-temps, considérable. tu peux pas y donner son ovation de but. Non, tu la sors d'abord à la 48e. 52e minute, puis tu fais rentrer Evelyne Vien parce qu'on a une belle avance, puis tu veux faire une rotation, puis tester des trucs en prévision des Olympiques. Après ça, Evelyne Vien embarque, puis elle court sur une bicyclette. Voilà. Scénario de rêve, Olivier. Donc, tu y seras. Le chanceux. Ouais, Tu t'en vas en camion avec Étienne. c'est ça. Étienne, ceux qui ne le connaissent va y pas, aller. c'est le monsieur qui tient la caméra. Excellent garçon. Grand fan de soccer. Grand fan de soccer grâce à nous. Donc voilà, ce sera mardi. On en reparlera évidemment la semaine prochaine parce que si la qualification est confirmée, bien après, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas juste se qualifier. On veut pas faire une contre-performance comme à la Coupe du Monde. On veut aller confirmer cette médaille d'or acquise aux Jeux olympiques de Tokyo. Et ce qui est bien, c'est que la Jamaïque, pour les prochaines fenêtres internationales, si effectivement elles sont éliminées à ce stade-ci, ben là, tu es pogné pour aller faire les qualifs de la Gold Cup aussi. Parce que l'équipe gagnante de cette série-là est qualifiée pour la Gold Cup également. Mais là, ça fait en sorte que tu es obligé d'aller au Panama, au Guatemala, de zigonner avec le déplacement et tout ça pendant les fenêtres internationales du mois d'octobre et de novembre. Tandis que l'équipe qui gagne, donc dans ce cas-ci, c'était le Canada, mais le Canada peut gérer sa fenêtre internationale comme bon lui semble. Et mettons que la Fédé canadienne aurait de l'argent, ben, elle pourrait organiser, par exemple, des matchs amicaux contre des équipes qui pourraient justement servir Ou la des Fédé, talons de mesure. ou la Fédé va pouvoir pour la faire Hey, vous êtes déjà qualifiés, on peut On va se économiser, puis reposer. on va se reposer jusqu'aux Jeux olympiques. Non, mais là, ça augure bien. Mais c'est pas fait, hein? Tout peut arriver, on le sait. Bev Priestman l'a dit 46 000 fois depuis Tout peut vendredi arriver, passé. mais nous, on était très pessimistes, puis ça nous a inspiré une question à tes fans. On a reverse jinxé On le a Canada dit essentiellement. parce qu'on se dit si jamais le Canada était battu par la Jamaïque et ne se qualifiait pas pour les Jeux olympiques de Paris après avoir gagné la médaille d'or au dernier, ce serait toute une déception, on va le dire. Ce serait tout un fail, en quelque sorte. Donc, on a demandé à tes fans quelle est la plus grande déception de l'histoire du soccer. Il y a David qui a dit quelque chose qui me rejoint quand même. Le PSG en général. C'est plate, mais c'est vrai. Moi, vite, je pensais à ça. Tu sais, quand tu vois l'Italie qui se qualifie pas pour une
une Coupe du Monde. C'est épouvantable. C'est quand même épouvantable, ça aussi. Ah, mais attends, l'Italie qui ne se qualifie pas pour 2. Oui, c'est ça. Puis relégué par la Macédoine du Nord. La finale de la Coupe du Monde 98. C'est un Brésilien qui a écrit ça. Moi, je comprends, je suis d'accord. Le changement de nom de l'Impact, bon, ça revient toujours. Après ça, la fin de la carrière de Zinedine Zidane, des grands frères. Après ça, on va penser à... On le connaît pas, mais Étienne Goulet-Lafont. On a une pensée pour lui, que sa carrière de gardien de but a été stoppée par un tendon d'Achille pété. Oh! Fait qu'on pense à vous. La plus grande déception, Martin Gaudreau, il dit soccer canadien. C'est quand même pas faux présentement après les 2 dernières performances. J'avoue que l'équipe de la France, ça c'est Mourad Aloulou, l'équipe de la France qui avait perdu en 93 contre la Bulgarie à la dernière minute, il n'avait donc pas pu se qualifier à la Coupe du monde 94 aux États-Unis. C'est très bon. Toi, Olivier, ça serait quoi? Ah, Neymar, ouais. La plus grande déception de l'histoire. C'est ce qu'il dit. En fait, c'est la phrase d'Assoun, ça. Neymar. La phrase... c'est la plus grande déception de l'histoire du foot. Non, ça, c'est Assoun que j'ai imité, mais c'est pas très bon. Je m'excuse, Assoun. Et je suis pas bien. C'est quoi? C'est quoi, toi, là? Ben, voyons. Ça, c'était ton accent à toi. C'est épouvantable. Alors? Je peux pas travailler dans ces conditions-là. Alors, as-tu une déception? Mais une déception, je te parle le grand public, là, pas quelque chose de niché, genre comme entraîneur adjoint d'une équipe puis on a parlé de scandales de toutes sortes la semaine dernière. Donc, disons que je vais exclure ça aussi parce que tous ces scandales-là sont extrêmement décevants. Ouais. Mais justement, pour moi, l'Italie, c'était qui rate ses Coupes du Monde à répétition, c'est épouvantable. C'est épouvantable, pour une équipe, avec un sourire en coin. Ben non, mais tu peux trouver quelque chose à la fois décevant et hilarant. Mais ça n'a pas d'allure. Ben non, mais c'est ça, pour une sélection de ce calibre-là, qui, en plus, après ça, on pense qu'ils rebondissent, gagnent l'Euro. Puis après ça, il arrive... Regarde, c'est épouvantable. Mais comme justement, Benoît Gauthier qui dit que Baggio qui botte par-dessus le but quand le gardien plonge de l'autre côté à la Coupe du monde de 94. Ça en fait partie aussi. Mais tu sais, l'Italie a connu des grands moments dans l'histoire de la Coupe du monde, m'a connu aussi... Les pires, certains des pires. Certains des pires. Donc, je trouve ça... Moi, j'envoie... En fait, aujourd'hui, je profite de ce balado pour envoyer mon amour aux partisans de soccer italien parce que ça a l'air souffrant. Puis je dois dire que, bon, en tant que bonne Québécoise qui joue au soccer, une de mes premières... quand j'ai commencé à m'intéresser au soccer international, c'est parce que mes amis étaient tous italiens, grecs, espagnols, surtout italiens. Puis j'ai eu un choc au début. T'sais, moi, je pensais que c'était quelque chose d'être fan du Canadien de Montréal dans un match en finale contre les Bruins de Boston. Mais en fait, à l'époque, j'avais jamais vu le Canadien en série ou presque. Là. C'est ça la réalité. Mais quand tu vis un match Italie-France dans une maison italienne, tu comprends qu'on est quelque part, là, qu'on vit quelque chose. Puis quand ils perdent, tu comprends que c'est le temps d'aller prendre une marche. Ouais, aussi. Mais tu vois, tu viens parler de tes amis grecs. Il m'en vient une déception. Ben non, ça, c'est magnifique. Leur victoire à l'Euro. Non, je m'excuse. C'est une déception pour n'importe quel partisan neutre. La victoire de la Grèce à l'Euro, c'était extrêmement décevant parce que c'est une des pires équipes que j'ai vues dans ma vie. Non, mais moi, quand je dis... Moi, je prends souvent ça comme exemple. Quand tu dis « il n'y a rien qui est fini, tout peut arriver », je prends cet exemple-là. Quand je dis à mes enfants de ne pas abandonner, là... De ne pas abandonner, même quand ils pensent que c'est terminé ou quand ils sont écœurés de faire leur devoir. Je dis, abandonne pas. Les Grecs ont déjà gagné l'Euro. Tout peut arriver. Garde confiance. Bon, t'en veux une vraie déception? La retraite de Cantona à son âge. Il y avait quoi? Il y avait 30 ans quand il a pris sa retraite? C'est vrai. Il nous a privés de beaucoup de bon football. Dit-il en essuyant une larme sur le coin de son œil. Mais dans l'autre équipe canadienne, là, ça va être ça ma transition. C'est excellent. On en a parlé dans la dernière semaine. Si tu as besoin de dire que ta transition est excellente, ça tue un peu l'effet. C'est pas grave, mais c'est parce qu'on dirait que tu avais une émotion, puis j'étais comme mal. On dirait que tu allais pleurer ou c'était juste la fatigue. Non, ça me grattait. Ah, OK. Migraine, c'est ça. Comme l'autre. Donc, Mauro Biello, on a parlé dans les dernières semaines, qui pour l'instant, il a été confirmé comme coach par intérim de l'équipe canadienne. Et je lui ai parlé la semaine dernière. J'ai demandé, est-ce que tu penses que tu es prêt pour être le vrai de vrai coach? On peut l'écouter. Je suis un produit du Canada. J'ai
J'ai joué ici au Québec. J'ai joué avec l'équipe nationale U17. J'ai fait la Coupe du Monde. J'ai même eu cette expérience-là. J'ai joué à Montréal. J'ai joué avec la première équipe. Alors, au niveau de comme joueur, j'ai vécu beaucoup. Et comme entraîneur aussi, j'ai fait des étapes. Il y a des niveaux. J'étais entraîneur adjoint en USL, entraîneur adjoint en MLS. J'ai pris l'équipe par intérim. Alors, j'ai même cette expérience. J'ai pris l'équipe de Montréal par intérim. Et j'avais aussi j'ai aussi cette expérience dans le monde international avec John. Alors, pour moi, je me sens prêt, oui. J'ai vécu beaucoup et c'est sûr qu'il y a des niveaux. Et ici au Canada, j'ai passé par tous ces niveaux-là. Merci à Mauro Biello d'avoir récité sa page Wikipédia en 45 secondes. Mais ce qu'il dit est là. Quand tu lui dis « Es-tu prêt? » c'est que s'il y a bien quelqu'un qui connaît le soccer canadien, qui a pris le temps de gravir les échelons, ben c'est lui. Donc, Et qui le fait dans la plus grande discrétion. Voilà. Là, il est par intérim. Il y a une différente façon de voir ça. Puis lui, il voit comme les prochains matchs comme une occasion de prouver qu'il est capable de faire le travail. Il a dit qu'il a levé la main, il a donné son nom, puis il a mis son CV sur la pile. Il faut qu'il nomme le secrétaire général avant. Donc, ça sera normalement d'ici la fin de l'année. Donc, le coach, officiellement, ne devrait pas être nommé avant 2024. Moi, je regarde Mauro, je me dis c'est le candidat parfait. Les grands noms, soyons réalistes, je pense pas que le Canada, la Fédé, a les moyens pour se payer. On revient à ça, mais c'est parce que c'est un exemple. Hervé Renard, dans le sens où l'Arabie Saoudite avait les moyens d'aller le chercher pour la Coupe du Monde. Vois-tu d'autres candidats? Bobby Smirniatis, je le répète. Devant Mauro Biello? J'ai pas dit qu'il était devant Non, mais je te Mauro le Biello, demande. mais tu veux des candidats. Non, mais c'est sûr Je qu'il pense que passe en c'est entrevue. impossible en ce moment d'établir une hiérarchie des candidats qui sont en lice. Mauro avant Bobby. Ben, Mauro a l'avantage d'être dans le programme Ce serait chiant, excuse-moi. depuis forever. Il amène Bobby, puis il dit Mauro, finalement, on te tasse, puis on met Bobby qui était dans la Ligue canadienne. Ben non, mais tu sais comment ça fonctionne. J'aime Un ça comité de dire sélection. Bobby. C'est pas parce que tu es là depuis X, Y temps que nécessairement ça va faire de toi le meilleur candidat puis tu vas être retenu. Ça fonctionne pas comme ça. Si Bobby Smirnatis arrive puis il fait une présentation de malade, puis que Canada Soccer se dit « Hey, on peut pas passer à côté de ce gars-là » parce que si le Canada le trouve bon à ce point-là, ça va se savoir. Puis si le Canada ne l'embauche pas, ben il y a sûrement des équipes de MLS. Puis d'ailleurs, il était considéré par des équipes de MLS. Ben oui, mais c'est la d'ailleurs, prochaine il est étape, considéré. là. Mais Tu sais? il me semble que ça fait 3 ans qu'on parle de ça, puis il est encore dans la Ligue canadienne. Fait que s'il est si hot que ça, pourquoi il est encore dans la Ligue canadienne? Rien de méprisant contre la Ligue canadienne, là. Mais en tout cas, Mais il gagne la Ligue canadienne. moi, je suis dans Il l'équipe. gagne des trophées, tu Je sais. sais pas c'est quelle caméra. Moi, je suis dans l'équipe Mauro Biello. Et toi, dans l'équipe Bobby? Non, je suis pas dans aucune équipe. Je te dis juste que c'est un candidat qu'il faut qu'il soit entendu, puis qu'il faut qu'on écoute, puis qu'on considère qu'est-ce qu'il a réalisé au cours des dernières années, qu'est-ce que ses anciens joueurs ont à dire de lui, qu'est-ce que son parcours dit de lui. Mauro a un autre parcours complètement qui est aussi intéressant. En tout cas, c'est les 2 candidats qu'on voit. On verra ce qui va arriver. Il y a une chose qui est sûre. Je suis pas sûre, mais je me dis, Mauro Biello, là, premièrement, il y a plus de chances, j'en ai parlé aussi, qu'un certain Mathieu Choignard ou Jonathan Sirois se ramasse avec l'équipe nationale. Il dit, je les connais bien, je garde un œil. Et si Mauro Biello était encore à la tête du CF Montréal, Impact Montréal, est-ce qu'un certain Sean Ria sera encore aussi boudé? Tu penses que je suis un entraîneur qui va punir un joueur jeune comme Sean Ria dans son première saison comme professionnel parce qu'il a fait quelque chose comme ça, il n'a pas joué? Non. C'est simplement Bryce Duke, c'est un numéro 10. Ahmed Hamdi, c'est un numéro 10. Je ne peux pas aller avec 3-4 numéros 10 sur la sélection devant. Dans ce moment-là, il y a des autres joueurs qui sont devant lui. C'est à lui de montrer qu'il peut faire la compétition dans ces joueurs-là. Il n'y a pas plus que ça. S'il vous plaît, ne cherche pas des trucs qui font du mal. Ouais, ça, c'était à l'entraînement la semaine passée. Juste la réaction de Hernan Losada me fait rire un peu. Là, ça me fait penser à quand tu prends quelqu'un en défaut, puis c'est pas, mettons, je dis quelque chose à mes enfants, c'est pas vrai, ils sont tellement fâchés,
mais ils savent que tu as raison. C'est un peu ça, là. Parce que là, son excuse pour ne pas faire jouer Sean Ria. Sean Ria, qui, en passant, au début de l'année, il était bien bon. Là, il dit Bryce Duke, elle me dit, là, c'est ça son excuse. Mais si les autres en avant de lui, ils font pas de travail. Bryce Duke aussi, quand il est arrivé, c'était wow, incroyable. Mais là, on est un peu redescendu de notre nuage. Est-ce que. Là, Madame Di vient de marquer, là, fait que... Ouh! Non, mais Sean Ria, même pas sur le banc. Non. Pourquoi? Ça comprends-tu? Non. On est d'accord? Je l'ai déjà dit, il y a plusieurs balados de ça. Ce jeune-là, je le vois dans ma soupe. Non, mais c'est pas normal qu'on en a Et- parlé il y a plusieurs balados. C'est une situation qui se répète. Puis, Oli, qu'est-ce qui va se passer encore? C'est plate, mais Sean Ria va partir. Puis, va aller avoir du succès à Columbus. Je savais que tu t'en allais là. Non, prends, mais prends c'est ton vrai. écharpe, prends l'écharpe de ton club préféré, Non, mets-la mais autour de ton cou. C'est vrai. C'est comme, encore une fois, excusez, là, c'est moi qui va se fâcher cette semaine. Là. On va aller... Non, mais on va scraper un jeune talent d'ici, un talent québécois qui rêve juste de porter les couleurs du CF Montréal, qui comprend mieux que quiconque l'importance de porter ce maillot-là au Stade Saputo devant une salle comble ou non, parce qu'en milieu de semaine, c'était pas très comble, comme on peut dire. Mais non, on va encore scraper ça. Puis finalement, le gars va aller ailleurs, dans une autre équipe, puis obtenir du succès ailleurs. Puis là, on va se demander, ben voyons, pourquoi il faisait pas ça à Montréal? Comment tu veux qu'il ait du succès s'il joue même pas? First, il y a ça. Bon, il n'y a rien à dire, on est d'accord. Oui. Autre décision d'Hernan Losada, autre décision. Le CF Montréal a perdu ou s'est fait planter en fin de semaine. Pas autant que Sheffield United, mais quand Aussi, même. oui. Mais là, écoute, Samuel Piette était sur le 11 partant. Et après le match, c'est rare qu'on sentait qu'on le voit comme ça, mais là, on sentait qu'il était en beau maudit. Il était pas de bonne humeur. Puis là, c'était le capitaine qui parlait, puis il a pas mâché ses mots. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il disait en quelque sorte, c'est que ben, il a pointé du doigt les entraîneurs. Il dit j'ai eu l'impression, moi et d'autres joueurs, qu'on était un peu perdus sur le terrain, surtout défensivement. Qui doit presser où? Est-ce qu'on doit les presser? Est-ce qu'on doit rester un peu plus bas? J'ai senti qu'Atlanta était beaucoup mieux préparé. Atlanta aussi a eu un match mercredi. Parce que ça, c'est l'excuse. Ah, on joue beaucoup, tu sais. Mais toutes les équipes jouent beaucoup. Atlanta aussi a eu un match mercredi. Est-ce ils sont beaucoup mieux préparés que nous à la base? Est-ce qu'ils ont des meilleures bases que nous? J'avais l'impression qu'on jouait avec un joueur en moins. Donc, il continue. On s'entend qu'il vise sans le dire. Il vise les entraîneurs parce qu'il vise la stratégie tactiquement. Et là, quand on revient après en conférence de presse, qu'on pose la question à Hernan Losada, Hernan Losada, il part dans une épopée où il explique sa stratégie. C'est bien beau qu'il nous l'explique à nous, les journalistes. Mais clairement, les joueurs, Les joueurs. eux On s'est parlé autres, comme Michel Bergeron. les joueurs ne l'ont pas compris. Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Samuel Piette? Puis en quelque sorte, es-tu d'accord avec lui ou non? Ben, je suis d'accord avec lui dans la mesure où... Tu sais, on a regardé ce match-là, puis Ça fait mal. c'était deux équipes qui n'étaient pas au même niveau, là. Atlanta avait des intentions claires. Claires, chaque fois qu'ils avaient le ballon. Particulièrement en première mi-temps, quand George Campbell était encore sur le terrain, c'était comme, hey, derrière George Campbell, il y avait un plan qui était bien défini. Puis c'est ça, ce qui déclenche, les déclencheurs de pression, pour employer une traduction boiteuse du terme anglais. C'est pas les joueurs qui décident ça, c'est les entraîneurs. Quand un joueur se retourne, quand un joueur fait une mauvaise touche, quand le ballon arrive à tel endroit, c'est là qu'on presse, effectivement. Ça vient des entraîneurs, ça vient de la stratégie. Et c'est drôle parce qu'on vient de parler de Mauro Biello. Puis moi, une des choses qu'on m'a dites plus qu'une fois sur Mauro Biello, c'est la clarté du message. Ben, c'est ça. De dire que, tu sais, puis je pense pas que c'était une coïncidence que ça venait après le règne de Frank Klopas. De dire que tu expliques les choses pour qu'on les comprenne, tu te perds pas en conjecture, que tu vas directement au point de la conversation, au but ou à l'objectif visé. Ça, Mauro Biello est bon là-dedans. Est-ce que Hernan Losada a des problèmes avec ça? Je sais pas. T'sais. Jeff Friesman, là, t'en as parlé tantôt, elle a instauré un nouveau système de jeu. On s'entend qu'ils ont eu quelques jours d'entraînement pour le mettre en place, mais il faut croire que son message est extrêmement clair. Et là, Samuel Piette, il dit pas comme « Ah, nous, on est parfait en tant que joueur, puis c'est juste la faute des coachs. » Il a dit « J'ai pas assez bien joué, je m'en excuse. » Mais je veux dire, si
tous les joueurs se sentent perdus puis ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Et je veux pas entendre « Ah, mais c'est une question de talent, on a moins de talent, on n'a pas de joueurs vedettes. » Arrêtez, là. Il y en a plein de joueurs vedettes. Regarde, revenons, je vais encore parler de Columbus, mais avec Wilfred Nancy, là, il n'y avait pas plein de talent, mais on sentait que chaque joueur savait qu'est-ce qu'il devait faire. C'est ça. Et là, pour vrai, je me demande qu'est-ce qui va arriver parce que, tu sais, c'est comme ça peut changer rapidement. Hein. Quelques victoires. Là, Hernan Losada, il était de bonne humeur, ça allait bien. Et là, moi, je sens qu'Hernan Losada, il est sur la défensive, soudainement, dans ses points de presse. Toute l'équipe va être sa défensive parce que là, ce qui reste au calendrier, c'est des équipes qui roulent quand même bien, là. Ça sera pas facile le reste de la saison pour le CF Montréal. Ça va être compliqué. Puis, écoute, on revient à Sean Réa, nous, on l'adore. Ouais. Parce que c'est un gars qui a du potentiel. Puis, je comprends pas comment, en l'espace, je reviens de quelques mois, il passe de « Hey, le gars de chez nous qu'on fait jouer au Stade Saputo qui marque des buts » à « On l'habille même pas ». Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les derniers jours, il a quand même gravi un échelon dans la hiérarchie. Ah oui, lequel? Parce que Matko Miljevic n'est plus avec le CF Montréal. Oui, c'est ça, mais justement... non, mais regarde, les faits sont têtus, Christine Roger. Pour vrai, il aurait peut-être été utile parce que CF Montréal avait un peu l'air d'une équipe qui jouait dans une ligue de bière de Laval en fin de semaine. On avait dit qu'on disait plus ça, là, que tu t'es excusé la semaine passée d'avoir utilisé les mots ligue de bière. En fait, je pense que la ligue de Laval faisait un meilleur travail que le CF Montréal. Oh, désolé. Comme ça, ils vont peut-être... c'est ça. Non, mais ça sera pas facile. Ce sera pas facile d'ici la fin de la saison. Puis je suis bien curieuse de voir ce qui va se passer, même au cours de la semaine, dans les différents entraînements. Parce que quand tu as ton capitaine qui sort comme ça sur la place publique puis qui pointe du doigt l'entraîneur qui est sur la défensive, c'est pas bon pour l'équipe, mais c'est excellent en termes de contenu pour nous qui faisons un balado sur le soccer. Je sais pas, je vais être à Toronto. Oui. C'est ça l'important. Donc, ceux qui veulent savoir ce qui se passe avec l'équipe canadienne, avoir de l'excellent contenu, suivez Olivier Tremblay sur tous les réseaux sociaux. Vous allez savoir ce qu'il mange, pas TikTok, ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il fait, il est avec qui. On va le suivre. Voilà. Olivier, je te parle, bois pas de l'eau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mais là, tu parles des... Tu veux que les gens sachent qu'est-ce que je bois, là? Ben c'est ça, je bois de l'eau. Bois de l'eau, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Merci à Soun qui n'est pas là. Merci à Jacques-Alexis. Oui, merci à Soun de ne pas être là. C'est bien vrai, ça. Ben oui. Franchement, Christine. Écoute, est-ce que je rejette quelqu'un parce qu'il est quelqu'un de l'équipe parce qu'il est absent? Non. C'est ça. C'est ça, avoir du cœur, Olivier. Jacques-Alexis, merci. Derrière le rideau, à la réalisation, Souli derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.